Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, Introduction. Chapitre I. Quel modèle économique pour développer les pays africains pauvres? Chapitre 2. Pourquoi devons-nous impérativement industrialiser les économies africaines? Chapitre 3. Approche et présentation de l'ouvrage. Chapitre 1. Quel modèle économique pour développer les pays africains pauvres? L'Afrique de demain ne sera pas comme l'Afrique d'aujourd'hui. C'est ce que les Asiatiques ont compris pendant que les Occidentaux semblent somnoler sur les acquis des accords de la conférence de Berlin, novembre 1884, février 1885, et de la décolonisation. Seuls ceux qui auront noué aujourd'hui un partenariat transparent avec l'Afrique pourront anticiper sur l'avenir, c'est-à-dire pourront préserver leurs intérêts stratégiques sur le sol africain et demeurer crédibles aux yeux du monde. Il nous convient de relever que ce monde est en train de changer inexorablement, ce monde est en pleine mutation irréversible, mue entre autres et particulièrement par l'évolution de l'Internet et de la vitesse de l'information, en images et en temps réel. Dans ce futur village planétaire, on peut aisément comprendre qu'il sera très difficile, voire inacceptable, et intolérable d'alimenter des conflits, de provoquer des effusions de sang, de soutenir des dictatures et des gouvernements non démocratiques de façon souterraine pour préserver ses intérêts stratégiques sur le sol africain. C'est ce monde à venir que les Occidentaux eux-mêmes sont en train de créer, d'instaurer et d'imposer à travers leur impulsion du développement de la technologie, leur regard et leur propre discours sur les droits de l'homme qui participent de l'évolution des mentalités des nouvelles générations du monde en général, et de l'ouverture d'esprit de la majorité des Africains de demain en particulier. Pour nous situer sur l'Afrique et l'Occident qui sont les domaines que nous avons choisis pour cette réflexion, il est intéressant de préciser que le chômage sans cesse croissant de la jeunesse africaine sous nos yeux peut être vu comme une bombe à retardement qui pourrait détruire le continent africain, mais également l'Occident à travers les vagues d'immigration galopantes observées depuis les côtes et frontières méditerranéennes. Si rien n'est fait pour stopper efficacement à la racine, l'immigration clandestine en provenance des pays africains dont se nourrit l'extrême droite européenne, croyez-nous, dans un avenir très proche, les Occidentaux perdront leur tranquillité. Car l'histoire renseigne à suffisance que chaque fois que les thèses d'extrême droite prospèrent, comme c'est le cas en ce moment, cela s'est toujours très mal terminé. Ces réalités que nous venons très brièvement de décrire, n'imposent-elles pas désormais à l'Occident et à l'Afrique de bâtir un front commun pour pouvoir faire face à ces difficultés communes? Par souci d'efficacité, ce front commun ne devrait-il pas se matérialiser par un New Deal, une nouvelle alliance ou encore un partenariat transparent à construire entre l'Afrique et l'Occident, si ces deux entités voudraient éviter de se noyer ensemble, telles que les réalités dépeintes se renforcent au cours du temps et le prédestinent? Pour le compte de l'Afrique, ne reviendrait-il pas aux économistes et aux politiques africains d'appréhender cette opportunité que leur offre ce contexte particulier, et de formuler une nouvelle politique économique à soumettre à ce front commun? C'est cette opportunité nécessaire que nous avons voulu saisir en écrivant cet ouvrage pour essayer de jeter les bases de ce front commun, ou encore, de ce New Deal, entre l'Afrique et l'Occident. Cependant, en matière de politique économique, il est établi que nous pouvons agir sur deux leviers, le budget et la monnaie. Pour ce qui est de l'instrument monétaire, plusieurs propositions pertinentes ont été faites sur son usage en Afrique. Mais elles avaient pour certaines des faiblesses d'ordre technique, et pour d'autres d'ordre politique. Elles n'ont pas pris en compte les rapports de force dans leur faisabilité. Les aspects techniques ayant déjà été examinés par la littérature économique abondamment disponible sur la question, nous envisageons la rédaction d'un prochain ouvrage qui compte élaborer une stratégie pour rendre réalisable l'usage de l'instrument monétaire en Afrique. En ce qui concerne l'instrument budgétaire, nous proposons dans cet ouvrage une alternative aux modèles économiques actuellement mis en œuvre en Afrique, qui grèvent considérablement les ressources budgétaires limitées des États africains sans pouvoir impacter de façon significative sur leur développement. Nous proposons également une vision tournée vers la production industrielle et l'industrialisation des pays africains. À la lecture de la phrase précédente, certaines personnes estimeront hâtivement que nous ne disons rien de nouveau,
prétextant probablement qu'il y a des lustres que les économistes et les services économiques de la plupart des États africains le proposent. Mais, entre le suggérer et élaborer une stratégie réalisable, réaliste et concrète, pour parvenir à la vision ou atteindre le but recherché, il y a là une grande différence qui n'a d'égal que celle qui existe entre un vœu et une vision. La différence qui existe entre une vision et un vœu est la suivante. Un vœu repose sur des souhaits et des intentions. Par exemple, il faut que les économies africaines s'industrialisent pour que l'Afrique sorte du sous-développement, ou encore, nous serons un pays émerge à l'horizon 2000X et le pays africain le plus industrialisé à l'horizon 2000Y, sans pour autant décliner la stratégie qui va rendre ces souhaits réalisables, c'est-à-dire qui va nous permettre d'implémenter ces objectifs. Tandis qu'une vision repose sur une stratégie pour parvenir à rendre le but ou les objectifs que l'on s'est fixés réalisables. Il n'y a donc pas de politique économique sans vision. Sinon elle devient un vœu, à la limite un vœu pieux. Toute politique économique, surtout dans le cadre d'une économie ouverte, doit être adossée sur une stratégie, et non sur des souhaits et des intentions, pour la rendre réalisable. L'industrialisation d'un pays ou de tout un continent n'est alors guère possible sans la tactique, ou la stratégie et le sens critique de ceux qui le gouvernent. Malgré nos vœux et nos souhaits, les schémas directeurs d'industrialisation ou les PDI, plans de développement industriel, dont la mise en œuvre n'a pas bougé d'une ligne alors que depuis notre naissance, nous en entendons parler puisqu'ils ont été élaborés, depuis les années 80 et même avant par la plupart des gouvernements africains. La maîtrise de la dimension stratégique semble alors être une des grandes faiblesses de la plupart des ministres en charge de l'économie dans les gouvernements africains, qui ne réalisent pas que l'industrialisation, bien que relevant d'un domaine technique, est une question hautement géostratégique et politique. Car elle repose sur un enjeu géostratégique majeur dont dépend la survie de toutes ces économies dites modernes à travers le monde. En d'autres termes, penser une politique économique, dans le cadre des économies africaines de plus en plus ouvertes, au contact des grandes puissances internationales et des économies plus fortes, sans questionner sa faisabilité, ou encore, les conditions de sa mise en œuvre par rapport aux influences extérieures, est voué à l'échec. Comme le dirait Kant, la théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle. Raison pour laquelle nous avons compartimenté cet ouvrage en 2 blocs. Un bloc pratique, chapitres 4 à 9, et un bloc théorique, chapitres 10 à 13. Sur le plan pratique, nous élaborons une stratégie pour rendre réalisable, concrète et réaliste l'industrialisation des pays africains, et nous formulons des modèles économiques ou encore des politiques de développement qui sont en adéquation avec les réalités, les ressources budgétaires et naturelles des États africains pour parvenir à réduire les rigidités, à améliorer les facteurs de production, pour moderniser les économies africaines dans la perspective de les rendre compétitives, débloquer offre. Et résorber ce chômage de masse sur le sol africain à l'effet de sédentariser la jeunesse africaine dans son milieu naturel, dans l'intérêt de toutes les parties, les Africains comme les Occidentaux. Une jeunesse démographiquement majoritaire et en croissance exponentielle, sans espoir, sans emploi et condamnée à la misère, a pour seul espoir la traversée de la Méditerranée. Cette perspective lui offre au moins 2 possibilités. 50% d'être avalé par un requin et 50% de chances d'atteindre la terre promise, ou l'Eldorado européen, alors qu'en restant en Afrique, selon cette jeunesse africaine, c'est 100% de chances d'être avalé et de mourir par la misère. Sur le plan théorique, nous voulons établir le lien entre l'analyse économique et la réalité. Le but de cette partie est de permettre particulièrement à l'étudiant, l'intellectuel et le décideur de demain, de l'Occident et de l'Afrique, de se familiariser à ce type d'exercice qui consiste à établir le lien entre les questions fondamentales de l'analyse économique, la théorie, et les problèmes spécifiques réels afin d'y apporter des solutions claires, simples et concrètes adaptées aux spécificités et aux réalités de son environnement ou de son pays, puis de l'environnement extérieur et international, la pratique et la stratégie. Selon J.M. Keynes, c'est la demande qui crée l'emploi. En ce sens que c'est elle qui détermine le niveau de la production, c'est-à-dire de l'emploi. C'est une vision qui lui a été inspirée par ses maîtres, Marshall et Pigou. Marshall est ce que nous pouvons appeler le père de l'économie industrielle. Ce sont ses travaux qui jettent les bases de cette économie.
Il s'intéresse aux effets externes, au rendement croissant, à la situation de monopole. C'est grâce à lui que progresse l'analyse de la demande en introduisant les concepts d'élasticité et de surplus de consommateurs. Mais là où Keynes, dans la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, se démarque, c'est lorsqu'il précise et ajoute qu'une intervention discrétionnaire de l'État est donc nécessaire pour maintenir l'économie au voisinage de l'équilibre de plein emploi. Ce qui veut dire en d'autres termes, que le marché n'est plus autorégulateur. Il rompt ainsi avec l'orthodoxie ou la théorie de la main invisible issue d'Adam Smith, et perpétuée par Léon Walras avec son modèle d'équilibre général dont l'idée est partiellement partagée par Alfred Marshall. Puisque Marshall raisonne en équilibre partiel. Il étudie la détermination de l'équilibre sur un marché particulier. À partir d'une compréhension de la démarche keynésienne, nous voulons envisager un dépassement qui fondera une économie contextualisée dans les pays en développement à mesure de susciter la stabilité, d'accélérer la croissance et l'intrusion des économies africaines dans le concert des nations industrialisées. Ainsi, les éléments que nous voulons à la suite de Keynes ajouter, développer et montrer sont les suivants. 1. La théorie économique peut conserver presque toute son influence pratique. Même si d'une part, les grands diplômés tout court d'origine africaine limitent souvent leur contribution scientifique à la formulation mathématique inutile et à la manipulation des concepts théoriques savants, à peine bons pour les amphis, sans en établir le lien avec la pratique ou la réalité et sans en prouver l'utilité pour l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Même si, d'autre part, ceux qui ont lu Keynes n'en retiennent souvent qu'un aspect partiel. C'est souvent le rôle de la demande effective et du multiplicateur d'investissement qui les intéresse. Alors que les fléaux que Keynes cherchait à combattre, c'est le chômage et la pauvreté qui représentent nos chevaux de bataille dans cet ouvrage. C'est le problème majeur du monde en général et de l'Afrique en particulier. 2. S'il est vrai que la demande crée l'emploi, à son tour, l'emploi, donc la production, crée la demande globale, nous devons alors débloquer l'offre en Afrique à travers la production industrielle sur le sol africain. Car le niveau de vie d'une économie, par exemple la pauvreté d'une société, dépend de sa capacité ou de son incapacité à produire des biens et services. 3. S'il est également vrai que la régulation de l'État est nécessaire dans certains cas, l'on ne saurait faire abstraction de la confrontation de l'offre et de la demande qui influence la fixation du prix sur le marché. 4. S'il est enfin vrai qu'une économie ne saurait totalement fonctionner sur la base des mécanismes automatiques, l'on ne saurait limiter le rôle du visible à celui de l'invisible, surtout pas dans les économies en développement. Un État riche ou développé, en tant qu'agent économique, n'a pas besoin de s'insérer dans le circuit de la production et de la concurrence pour la satisfaction d'un intérêt général qui conduit au développement, puisqu'il est déjà développé. Mais un État pauvre et sous-développé, pour la rationalisation de ses ressources budgétaires limitées et l'efficacité de ses actions dans certains secteurs de son économie, par exemple en ce qui concerne la construction et le développement de ses infrastructures publiques, devrait s'insérer de façon loyale dans le circuit de la production et de la concurrence pour la satisfaction de l'intérêt général qui conduit à son développement et à sa sortie réelle de la pauvreté. En somme, un État pauvre et sous-développé devrait être à la fois régulateur et concurrent dans certains secteurs de son économie, qui concourent à la satisfaction de l'intérêt général qui mène à son développement. Pour mieux illustrer cette disposition, relevons que le niveau de performance de l'économie américaine offre la possibilité aux Américains d'être réticents à l'idée d'un système de sécurité sociale dans le secteur de la santé comme celui pratiqué en France. Mais l'État français, pourrait-il pour le moment s'en passer ? Pourquoi les partenaires au développement contraignent-ils les États africains à implémenter un modèle néolibéral dans le secteur des travaux publics, comme c'est le cas aujourd'hui dans les pays occidentaux dont les économies sont de loin performantes ? L'idée d'un État, agent économique, fût-il pauvre et sous-développé, qui doit passer le relais au secteur privé, dans tous les secteurs de son économie, et se confiner à l'unique rôle de régulateur serait-elle encore raisonnable ? Est-ce parce que les fonctionnaires ont échoué dans la gestion des entreprises d'État en Afrique, que l'État va cesser d'être guidé par la recherche de l'intérêt général et de l'équité entre les acteurs,
que l'on ne saurait imaginer un modèle où, dans certains secteurs prioritaires de développement, certaines entreprises pourraient être constituées à capitaux publics mais à gestion privée? Le cas Exim Bank China n'en serait-il pas une parfaite illustration? Si Exim Bank China avait été une banque occidentale, aurait-elle existé sous la forme actuelle? Le modèle d'une banque d'État à capitaux publics et à gestion privée fait-il d'Exim Bank China la plus importante banque de la Chine et de la planète à travers laquelle la Chine parvient à damer le pion aux Occidentaux et à s'imposer à travers le monde? Pouvons-nous nous inspirer des modalités et des règles dans le secteur de la justice telles qu'elles sont définies dans tous les pays du monde, où l'État est, à la fois juge et justiciable, et les transposer dans certains secteurs de l'économie des pays pauvres, notamment dans le secteur des travaux publics en ce qui concerne la construction et le développement de leurs infrastructures publiques? Connaissons-nous un continent ou un seul pays au monde qui aurait atteint un niveau acceptable de développement de ses infrastructures publiques avec le chemin de fer et les matériaux prioritaires de construction privatisés tels que le ciment, l'acier, le bitume, le sable et la pierre? Haussmann Saint-Lazare, George Washington et autres, qui ont bâti des belles villes en Occident, avec des routes, des boulevards, de jolis immeubles et de grands espaces urbains qui suscitent, jusqu'aujourd'hui, respect et admiration, l'ont-ils fait avec les matériaux prioritaires de construction et le chemin de fer privatisé? En somme, cet ouvrage de stratégie et de politique économique ne recommande pas seulement ce qu'il faudrait faire, il indique pourquoi et comment le faire. Donc, il pose et tente de résoudre la problématique de l'industrialisation et des politiques, modèles, de développement de l'Afrique dans la mesure où 1. Il en étudie les conditions et formule une stratégie pour parvenir à une véritable industrialisation de l'Afrique. 2. Il récuse le modèle néolibéral imposé par les partenaires au développement dans le secteur des travaux publics en Afrique et formule une alternative. Un modèle semi-libéral, intitulé le modèle CPFC ou le plan T pour la construction et le développement des infrastructures publiques, en grand nombre et qualité, en adéquation avec les ressources budgétaires et naturelles des pays africains. 3. Il formule une véritable politique agricole et une ingénierie particulière de financement de l'agriculture adaptée aux réalités du secteur agricole des pays africains. 4. Il formule une politique de transformation du bois au plan local qui tient compte des réalités locales et extérieures, afin de la rendre réalisable, réaliste et concrète. 5. Il formule une politique de financement de la couverture sanitaire universelle, adaptée aux réalités des pays africains. 6. Enfin et en annexe, il préconise pour l'Occident ami, partenaire traditionnel et historique de l'Afrique, une alternative à la diplomatie coopération, ringarde asiatique en Afrique. Les partenaires au développement de l'Afrique que sont les investisseurs privés, les institutions de Bretton Woods et les autres bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux, ne devraient-ils pas examiner en profondeur les propositions contenues dans cet ouvrage qui pourraient inspirer les politiques économiques à mettre en œuvre dans les pays pauvres pour les 30 prochaines années, tels que les travaux de Samuelson, prix Nobel des '. Économie en 1970, ont inspiré les politiques dites keynésiennes des 30 glorieuses? Chapitre 2. Pourquoi devons-nous impérativement industrialiser les économies africaines? L'illustre ancien président ghanéen, de regrettée mémoire, Kwame Nkrumah affirmait, à la suite d'Emmanuel Kant, que pratique sans théorie est aveugle, théorie sans pratique est vide. Le philosophe français Henri Bergson ne pensait pas le contraire dans l'Évolution créatrice, lorsqu'il définissait l'intelligence en ces termes. L'intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer les objets artificiels, en particulier les outils à faire les outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. En d'autres termes, l'industrialisation qui est cette faculté, cette capacité de l'homme à dominer la matière, à fabriquer les objets artificiels et en varier indéfiniment leur fabrication, matérialise l'intelligence humaine. La question qui en découle et que l'on devrait se poser au niveau de chaque pays africain est la suivante. Sommes-nous un peuple intelligent si nous ne parvenons pas à transformer la matière pour en faire des outils? Dès lors, l'industrialisation de notre continent devient un impératif catégorique. Car elle permet à notre peuple de matérialiser son intelligence
et de s'affirmer comme un peuple intelligent qui ne se limite pas seulement à courir après un ballon rond, à célébrer des lauriers de façade. Tel que je l'ai exprimé par exemple au Premier ministre du Cameroun, M. Philémon Yang, à l'occasion d'une audience qu'il a bien voulu me faire l'honneur de m'accorder à la primature le 7 janvier 2014. Je prédisais, d'après mes analyses, que le Cameroun retournera au FMI dans les toutes prochaines années. À son étonnement, j'ai renchéri que les coûts du pétrole chuteront drastiquement bientôt. Ce qui a davantage et légitimement alimenté son étonnement, en raison du chiffre jamais égalé auparavant par le prix du baril, même pas après le second choc pétrolier de 1979 causé par l'arrivée des ayatollahs au pouvoir en Iran, et du fait de la bonne santé économique apparente du Cameroun à cette date, due à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006. J'ai ajouté avec insistance que techniquement, c'était inéluctable parce que Daesh, l'État islamique, est en train de vendre du pétrole à des prix extrêmement bas, entre 50 et 70 $ le baril, dans le marché noir, et malgré les appels à l'ordre des Américains, certains pays continuent de l'acheter en cachette pour faire tourner leurs économies. Par conséquent, pour couper cette source importante de financement de l'effort de guerre de Daesh, les Américains sont contraints de faire chuter drastiquement dans les jours à venir les coûts officiels du baril du pétrole. Ce qui va amener ces pays à ne plus prendre les risques inutiles et à retourner logiquement sur le marché officiel. Ensuite, je lui ai affirmé que si j'avais été conseiller du gouvernement américain, c'est ce que je recommanderais techniquement dans mes notes. Malheureusement, cette situation va automatiquement affecter notre balance de paiement. Ce qui va justifier le retour du FMI. Bien qu'il en doutât, il m'a demandé ce que nous pourrions faire au Cameroun. Je lui ai en réalité expliqué ce que nous évoquerons dans la suite de l'introduction de cet ouvrage, chapitre 3.1. La tactique ou la stratégie, et les conditions que je lui ai décrites à l'époque, l'industrialisation est l'option économique qui va permettre à notre pays de modifier et de diversifier la structure de notre appareil de production pour permettre à notre économie de pouvoir faire face à l'avenir, aux fluctuations des cours des matières premières et des produits primaires. Ce qui pourrait faire du Cameroun un pays concrètement émergent. Dans cette dynamique productive, il faut souligner que la modification et la diversification de la structure de notre appareil de production signifie qu'à côté des quelques produits primaires, pétrole, bois et cacao qui représentent, à eux seuls, 82% de nos exportations, source INS Institut National des Statistiques, en nous abstenant par ailleurs d'additionner la banane et le coton pour ne pas faire apparaître l'essentiel des exportations d'un pays comme le Cameroun. L'industrialisation de notre pays va nous permettre de transformer nos matières premières sur place, en des produits manufacturiers, ou en produits finis qui offrent la possibilité de varier, multiplier et diversifier indéfiniment leur production pour permettre à une économie de ne pas ressentir les fluctuations baissières des cours des matières premières et des produits primaires. En plus, les produits manufacturiers génèrent les richesses que nous appelons en langage économique, de la valeur ajoutée dont la création va favoriser l'émergence concrète du pays. La valeur ajoutée en langage simple, c'est ce dollar de chaque Américain, ce yen de chaque Japonais et cet euro de chaque Européen que capte l'économie d'un pays chaque fois qu'elle réussit à placer sur les différents marchés à travers le monde un produit fabriqué ou made in ce pays. C'est pour cela qu'un pays peut être riche sans être émergent. C'est-à-dire, posséder en abondance un produit primaire comme le pétrole et subvenir aux besoins de ses citoyens sans jamais être émergent. Ce fut par exemple le cas de la Libye de Kadhafi. Tel n'est même pas à présent le cas de la plupart des pays africains en général et du Cameroun en particulier. Les entreprises industrielles sont alors les seules susceptibles de générer et de créer des emplois à l'échelle industrielle. C'est-à-dire, les seuls techniquement capables d'employer la majeure partie de notre jeunesse et la majorité de nos concitoyens en âge de travailler pour accélérer et accroître la capacité de production, la productivité du pays, donc la croissance, quel que soit le pays africain. Comme nous allons par ailleurs le montrer dans la 4e partie de cet ouvrage réservé à la théorie économique, l'industrialisation va permettre à notre économie à travers la création de la valeur ajoutée, d'accroître notre revenu global, notre PIB, en boostant nos points de croissance.
L'augmentation de l'emploi et l'augmentation de la productivité sont à la fois, au plan statistique ou comptable, les deux indicateurs de croissance. Ainsi, la croissance, l'augmentation de l'emploi et l'augmentation de la productivité, a un effet multiplicateur et des implications intéressantes sur tous les secteurs économiques du pays. Car l'augmentation de l'emploi, du travail, génère l'augmentation de la productivité qui génère davantage de l'emploi. Lorsque l'on a de l'emploi, l'on a le pouvoir d'achat. Quand l'on a le pouvoir d'achat, l'on a la possibilité de consommer. L'augmentation de la consommation, à l'intérieur et à l'extérieur des produits made in chez vous, à son tour, génère à nouveau de la productivité et de l'emploi, génère l'épargne, génère l'investissement, génère des impôts. Et quand un État commence à collecter des impôts importants, il peut à son tour investir pour pouvoir développer l'ensemble du pays. Et l'ensemble d'un pays qui migre ainsi du sous-développement vers le développement est un pays dit émerge. C'est la résultante d'un cycle économique vertueux. L'émergence d'un pays ne se décrète donc pas comme nous l'entendons par-ci par-là dans les pays africains. Dans le cas des économies africaines, comme celle du Cameroun qui ne produit presque rien et greffe plutôt son PIB à travers les importations, le niveau de vie de la majorité des Camerounais va plutôt se dégrader d'année en année, si nous ne commençons pas à produire et à exporter. Auquel cas, l'émergence du Cameroun est impossible en 2035. Nous pouvons davantage affirmer, tout comme nous allons le prouver par la suite, dans la partie théorique, que l'émergence des pays africains n'est pas possible avec un PIB qui s'effrite au quotidien à cause de la faible productivité et des importations massives non compensées, le déficit commercial observé. Cette situation, cette façon de décréter l'émergence dans les pays africains, correspond exactement à celle d'une personne qui saigne abondamment et qui ne reçoit pas en retour du sang à la hauteur de ce qu'il en perd, mais proclame haut et fort que dans les jours à venir, non seulement elle sera encore debout, mais qu'elle aura en plus la capacité de courir, c'est-à-dire la capacité d'atteindre le niveau de productivité, donc de croissance qui conduit à l'émergence. Cela relève soit de la fanfaronnade, soit de la roublardise, de la mauvaise foi, soit de l'ignorance. Car c'est une personne qui est plus proche de l'anémie qu'autre chose. Et c'est cette anémie qu'essaye de soigner tant bien que mal, le médecin que l'on appelle le FMI. Dans le cas des nations africaines qui se rapprochent d'une situation d'anémie collective, ou de l'anémie de la majorité des personnes qui les composent, il est normal que l'instinct de survie qui habite chaque être humain pousse la jeunesse, démographiquement majoritaire en Afrique, à refuser de mourir de l'anémie, un revenu de plus en plus bas, alors qu'en face il y a des personnes qui ont du sang en abondance, un revenu élevé dans les pays occidentaux riches, à aller essayer obtenir une transfusion sanguine auprès des occidentaux par tous les moyens, même au risque de leur vie, c'est-à-dire de se faire asservir ou avaler par des requins en Méditerranée, qui ne risquent rien à rien. De toutes les façons, en essayant l'aventure, l'on a 50% de chances d'atteindre Canaan ou 50% de mourir en chemin, tandis qu'en restant au pays, selon la jeunesse africaine, l'on est sûr à 100% de mourir d'anémie. La vie de ceux qui sont supposés leur procurer de leur sang, c'est le cas d'un bon nageur en pleine baignade paisible qui est surpris dans son bassin. Un environnement de bien-être par la présence d'une personne qui s'agrippe brusquement et s'accroche sur lui en essayant de se débattre comme elle peut pour ne pas se noyer et espérer être sauvée. La suite, vous pouvez la deviner. C'est ce risque que l'Occident est en train de courir et de faire courir aux Occidentaux avec le déferlement des vagues d'immigration de la jeunesse africaine, depuis les côtes et frontières méditerranéennes, dont rien ne pourra ni stopper ni altérer la détermination. Car rien ne peut stopper ou altérer l'instinct de survie, en dehors de la vie. Il est donc sage que ceux qui possèdent les capitaux, le savoir-faire, la technologie et les moyens de dissuasion qui participent de l'amélioration des conditions et du niveau de vie de leur population, un environnement de bien-être, participent à améliorer les conditions et le niveau de vie des autres afin de les sédentariser dans leur espace d'origine, dans l'intérêt de l'Occident riche et des Occidentaux. Cela s'appelle l'anticipation rationnelle du bon nageur, qui pour éviter d'être transformé en sauveteur inopiné malgré lui et courir le risque d'une noyade sous l'effet de la surprise dans son propre bassin paisible, un environnement de bien-être, décide d'aller soutenir dès maintenant
le voisin chez lui à la création d'un bassin paisible en se rassurant bien entendu que l'approvisionnement en eau du bassin du voisin ne contribuera pas à tarir son propre bassin. C'est le sens de L'. Économie positive que prône Jacques Attali, dans son ouvrage Pour une économie positive. Il n'est alors guère question pour nous de demander à l'Occident de se faire harakiri pour l'Afrique et les Africains. Nous sommes conscients des vives tensions politiques internes, de la recrudescence des extrêmes, de la grogne des chômeurs et des syndicats due à la montée du chômage dans les pays occidentaux, mais aussi à l'immigration galopante auquel les dirigeants occidentaux sont en train de faire face. Une situation qui les amène à ne pas envisager une source supplémentaire de concurrence industrialo-commerciale, en dehors de celle qu'ils subissent actuellement de plein fouet des pays asiatiques, que les Occidentaux, attirés par le passé uniquement par une main-d'œuvre bon marché, ont par ailleurs contribué à industrialiser à travers les délocalisations industrielles. Raison pour laquelle, en de telles circonstances, l'oiseau de Minerve de Platon commande à l'intellectuel d'inventer des réflexions, des solutions appropriées. D'où tout l'intérêt de la stratégie d'industrialisation véritable de l'Afrique, que nous vous proposons dans cet ouvrage, et qui a le mérite de 1. Ne pas écorcher les intérêts stratégiques des Occidentaux. 2. Affaiblir l'industrialisation asiatique. 3. Ne faire ni concurrence aux industries occidentales ni menacer leurs emplois, pour ne pas embarrasser leurs dirigeants. 4. Sédentariser la jeunesse en Afrique et de stopper efficacement à la racine l'immigration avec toutes ses conséquences en Occident. Comme Alfred de Vigny, c'est une bouteille que nous avons jetée à la mer. Chapitre 3. Approche et présentation de l'ouvrage. 3.1. Sur la stratégie ou la tactique. 3.2. Sur la méthodologie. 3.3. Sur la nouvelle alliance et le titre de l'ouvrage. Ce dernier volet introductif consacré à l'approche et à la présentation de cet ouvrage s'articule en 3 points. La stratégie ou la tactique, la méthodologie et la nouvelle alliance et le titre de l'ouvrage. 3.1. Sur la tactique ou la stratégie. Bien avant nous, certains travaux ont traité du passage d'une économie africaine de rente vers une économie de transformation, c'est-à-dire de l'importance de l'industrialisation de l'Afrique. D'autres ont également préconisé la délocalisation industrielle occidentale comme moyen d'industrialisation de l'Afrique. Or, la délocalisation suppose la suppression des postes et le transfert des emplois de l'Occident vers l'Afrique. Ce qui apparaîtrait, actuellement comme une provocation aux yeux des dirigeants occidentaux. Parce qu'ils sont eux-mêmes confrontés à de sérieux problèmes de chômage dans leur propre pays. Cependant, une problématique subsiste. Comment produire dans un pays africain à partir de ses matières premières, les produits manufacturiers, ou encore produits finis à exporter à travers les différents marchés du monde, sans heurter les intérêts des puissances occidentales, ni embarrasser leurs dirigeants? En d'autres termes, 1. Comment une véritable industrialisation de l'Afrique pourrait-elle concrètement se réaliser sans qu'elle ne se transforme en une source de conflits et de déstabilisation permanente des États et des gouvernements africains, mais plutôt en une source de paix et de renforcement de la démocratie en Afrique, de l'épanouissement des populations africaines et du développement réel des pays africains? 2. L'Afrique possède-t-elle le savoir-faire, la technologie, les importants capitaux et les moyens de dissuasion nécessaires à son industrialisation véritable? 3. Comment une industrialisation véritable de l'Afrique pourrait-elle concrètement se réaliser sans provoquer la montée du chômage et celle de l'inflation dans les économies des partenaires occidentaux au développement de l'Afrique, puisqu'elles sont dépendantes de l'approvisionnement des matières premières en provenance des pays du continent africain? 4. Une véritable industrialisation africaine pourrait-elle se dérouler sans faire concurrence et sans impacter négativement les industries occidentales, puisqu'elles sont dépendantes de l'approvisionnement des matières premières en provenance des pays du continent africain, sans exacerber davantage les difficultés politiques, la montée de l'extrême droite et économique actuelle de l'Occident et des dirigeants occidentaux? 5. À quelles conditions les concurrents pourraient-ils cesser de multiplier tous les stratagèmes possibles pour empêcher par tous les moyens
les pays africains de transformer leurs propres matières premières, ou d'accéder à une véritable industrialisation? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse ou de proposer des solutions concrètes dans la deuxième partie de cet ouvrage pour tranquilliser les Occidentaux, mais aussi les Africains avant d'entamer d'autres développements intéressants. Nous sommes conscients du blocage majeur à l'industrialisation véritable de l'Afrique, que constitue cette problématique à la fois économique, politique et géostratégique. C'est pour cela que, malgré de multiples schémas directeurs d'industrialisation, des PDI ou plans de développement industriel, élaborés depuis les années 80 et même avant par la plupart des chefs de département de l'économie des gouvernements des pays africains, ces derniers n'ont pu accéder à une véritable industrialisation. Car ces chefs de département ne sauraient proposer une réponse à une problématique qu'ils n'ont pu formuler. Seule, une réponse claire et précise à cette problématique ci-dessus formulée, permettra d'industrialiser véritablement et sans douleur les pays du continent africain. En guise d'illustration, la première, la décolonisation africaine a été obtenue dans la douleur. Effusion de sang, horrible souffrance des populations dans des villages entiers transformés en camps de concentration, nationalistes dont les vies ont été sauvagement et lâchement écourtées. Toutefois, l'Afrique n'a toujours pas connu de véritable décolonisation. Pourrions-nous seulement imaginer un seul instant une tentative de colonisation à ciel ouvert d'un pays africain, fût-il d'Afrique noire par un pays de l'Occident ou d'ailleurs en ce moment? En effet, la colonisation à ciel ouvert n'est ni acceptée ni tolérée aux yeux du monde actuel, elle a juste changé son visage hideux. Elle s'est muée en néocolonisation. C'est-à-dire une colonisation encore plus dangereuse en ce sens qu'il s'agit d'une colonisation à la fois pernicieuse et sournoise. Souhaiterions-nous obtenir une pseudo-industrialisation dans la douleur, qui soit demain, déguisée et perpétuée sans douleur apparente aux yeux du monde? Ou alors, obtenir une véritable industrialisation grâce à la tactique et au compromis, la stratégie? En ce qui concerne la deuxième illustration, les professeurs Jean-Pierre Cotte et Jean-Pierre Mounier définissent dans leur ouvrage intitulé Pour une sociologie politique, la sociologie politique comme étant la fille incestueuse du droit et de l'histoire. C'est en nous appuyant sur cette définition de la sociologie politique que nous proposent les professeurs Cotte et Mounier, que nous avons eu le devoir de convoquer cette déclaration du ministre chinois des Affaires étrangères sur la chaîne thématique de télévision internationale Euronews, en date du 5 mars 2014, qui stipulait que « le monde des affaires est très complexe. C'est pourquoi le gouvernement chinois n'a de cesse d'augmenter chaque année, de façon exponentielle, le budget militaire de la Chine. » À la lumière de cette déclaration du ministre chinois des Affaires étrangères, l'industrialisation d'un pays est alors une question très sensible. C'est une question certes technique, puisque relevant du domaine économique. Mais, au-delà des difficultés et non des moindres liées à la mobilisation des moyens de dissuasion, d'importants capitaux, du savoir-faire et de la technologie, les pays africains possèdent-ils pour l'instant ces moyens? La décision d'y engager véritablement un pays revêt à la fois une dimension politique et géostratégique. C'est une décision politique qui doit tenir compte des rapports de force, de la problématique des enjeux géostratégiques liés à la production et à la commercialisation des produits manufacturiers à travers ce monde complexe des affaires dont parle le ministre chinois des Affaires étrangères. En effet, pour rendre la tâche facile à toutes les parties, aux dirigeants africains et aux dirigeants occidentaux, notre stratégie a intégré, pour mieux les contourner, les dimensions géostratégiques et politiques qui tiennent compte des rapports de force et des enjeux géostratégiques, source d'hésitation, de difficultés et de blocage de l'industrialisation africaine, liées à la production et à la commercialisation des produits manufacturiers à travers ce monde complexe des affaires. Afin de rendre notre vision économique concrète et réalisable, l'industrialisation et la production industrielle des pays africains. C'est en cela que réside, tel que vous allez le découvrir, le caractère innovant de notre étude dans la deuxième partie de cet ouvrage, la stratégie, le contournement habile pour l'industrialisation véritable de l'Afrique ou l'avènement du New Deal industriel, Afrique-Occident. Par ailleurs, du fait de l'immigration galopante qui menace leur propre existence,
les Occidentaux et les dirigeants occidentaux n'auraient-ils pas objectivement aussi besoin en ce moment, ce qui était inimaginable hier, le modèle étant conçu et organisé tel que l'Afrique ne soit qu'un pôle de ravitaillement du monde en matières premières, de savoir comment il pourrait soutenir l'industrialisation africaine pour pouvoir stopper ce flux migratoire vers l'Occident, mais sans toutefois que cette industrialisation africaine exacerbe davantage leurs difficultés politiques et économiques liées actuellement à la montée de l'extrême droite et au problème du chômage dans leur propre pays. Il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels, il n'y a que des intérêts éternels. Ou encore, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et on est plus crédible et fort quand on agit de façon unilatérale. C'est faux, disaient respectivement Léonid Brejnev, le général de Gaulle et Macron à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le 19/9/2017 à propos du multilatéralisme. Raison pour laquelle, la réflexion que nous avons entrepris de mener dans la deuxième partie de cet ouvrage pour engager les pays africains vers la voie de l'industrialisation véritable, devenait non seulement technique, mais éminemment géostratégique et politique. Nous y avons consacré du temps et de l'énergie. Le contournement habile, ou l'avènement du New Deal industriel, cette stratégie longuement réfléchie pour parvenir à l'industrialisation véritable de l'Afrique est le fruit de notre modeste expérience, une dizaine d'années passées à la tête de la gestion d'une organisation internationale de développement et de notre observation avisée de la manifestation de l'influence des rapports de force qui participent de la multiplication des foyers de tension et de guerre, pour la préservation des intérêts commerciaux, économiques et politiques des États à travers le monde. Elle s'inspire de nos travaux sur les problématiques de croissance et de vision prospective des économies à travers le monde, des enseignements tirés de notre construction, implémentation et conduite sur le terrain des programmes spécifiques de développement au Cameroun, au seuil des moyens et financements que la société civile a la possibilité de capter à l'international. Elle s'appuie, sur notre culture en sciences économiques, sur les atouts du continent africain en général et particulièrement sur les atouts naturels et avantages comparatifs du Cameroun mis scientifiquement en évidence, sur la connaissance des limites de la plupart des pays africains, enfin, sur la psychologie et la connaissance de l'environnement de ceux qui possèdent le savoir-faire, la technologie, les capitaux et les moyens de dissuasion. Cette stratégie, le contournement habile des faiblesses et des limites des gouvernements africains, des difficultés et des craintes des dirigeants occidentaux qui motivent et justifient leurs hésitations, qui constituent des difficultés et un frein à l'industrialisation véritable des pays africains que nous proposons dans la deuxième partie de cet ouvrage, tant aux dirigeants africains qu'aux dirigeants occidentaux, constituent, tel que nous allons le montrer, un moyen sûr, concret et sans risque pour l'industrialisation véritable de l'Afrique pour les parties Afrique-Occident. 3.2. Sur le plan méthodologique. Dans un premier temps, cette stratégie procède de l'identification, l'analyse et de la compréhension des enjeux géostratégiques de l'industrialisation, des faiblesses et des limites des gouvernements africains, des difficultés et des craintes des dirigeants occidentaux qui motivent et justifient leurs hésitations qui constituent des difficultés et un blocage à l'industrialisation véritable des pays africains. Dans un second temps, elle propose les voies et les moyens suivant lesquels les dirigeants africains et occidentaux pourraient contourner habilement les faiblesses et les limites des gouvernements africains, puis les difficultés et les craintes des dirigeants occidentaux pour parvenir à l'industrialisation véritable de l'Afrique et bâtir ensemble des industries dominantes, crédibles et encore plus fortes à l'avenir. Le New Deal industriel, Afrique-Occident. En réalité, la deuxième partie de cet ouvrage est un outil d'aide à la décision, un outil de l'orientation et de politique économique dans le secteur industriel. C'est un secteur qui va booster les points de croissance, l'augmentation de la productivité et l'augmentation de l'emploi des pays africains. La troisième partie de l'ouvrage constitue également un outil d'orientation et de politique économique, un outil d'aide à la décision à travers lequel nous présentons un modèle économique, des stratégies innovantes et alternatives, à faible coût budgétaire pour des résultats concrets dans les autres secteurs porteurs de croissance, productivité et emploi en Afrique tels les travaux publics, l'agriculture, le bois, la santé, etc.
La deuxième et la troisième partie de cet ouvrage constituent alors, à elles seules, un vaste programme économique, adaptable à chaque pays africain avec quelques petits ajustements liés aux réalités internes, spécifiques à chacun d'eux. Dans la quatrième partie, nous allons discuter de la théorie économique, en nous appuyant sur les concepts et la formulation mathématique pour tenter d'établir le lien entre les questions fondamentales de l'analyse économique et la réalité. Le but de cette partie est de permettre particulièrement à l'étudiant, l'intellectuel et le décideur de l'Afrique et de l'Occident de demain, de se familiariser à ce type d'exercice qui consiste à établir le lien entre les questions fondamentales de l'analyse économique, la théorie, et les problèmes spécifiques, réels afin d'y apporter des solutions claires, simples et concrètes adaptées aux spécificités et aux réalités de son environnement ou de son pays, puis de l'environnement extérieur et international, la pratique. Dans la cinquième partie que vous pouvez considérer comme une annexe, nous suggérons une approche pour capitaliser les faiblesses de la coopération occidentale sur la réduction de la pauvreté en Afrique. En fait, il s'agit de la présentation d'une opération de séduction de la coopération occidentale en Afrique à moindre coût, pour un gain immense, en termes d'image à travers une amélioration de la stratégie de soutien et de la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois en Afrique. Un point prioritaire en matière de lutte contre la pauvreté. 3.3. Sur la nouvelle alliance est le titre de l'ouvrage. Nous l'avons mûrement pensé, conçu et intitulé Afrique-Occident, le New Deal industriel. Une nouvelle alliance, un partenariat industriel stratégique pour pouvoir anticiper sur l'avenir et une stratégie pour véritablement industrialiser l'Afrique sans heurter les intérêts de ses partenaires. Il s'agit de susciter et de forcer la curiosité du lecteur, surtout celle de l'industriel et du décideur, à découvrir notre stratégie et notre conceptualisation d'une nouvelle alliance possible, un partenariat industriel stratégique d'avenir entre l'Afrique et l'Occident qui devrait permettre 1. Aux investisseurs et industriels occidentaux d'investir et de tirer davantage profit d'une véritable industrialisation des pays africains, sans heurter les intérêts de leur pays ni embarrasser leurs dirigeants. 2. Dans un premier temps, à un pays comme le Cameroun par exemple, dont la Providence en a fait une Afrique en miniature et qu'il a également géographiquement positionné au centre du continent africain, d'abriter la phase pilote et de servir de catalyseur et de plaque tournante de ce New Deal qui va conduire incontestablement vers l'industrialisation générale et véritable des pays africains sans risque pour les deux partenaires, l'Afrique et l'Occident. 3. À l'Occident de pouvoir anticiper sur l'avenir, l'Afrique de demain ne sera pas comme l'Afrique d'aujourd'hui, et d'affaiblir stratégiquement la concurrence industrielle asiatique. Dans ces conditions que nous allons davantage décrire dans notre stratégie et détailler au cours de nos développements, l'industrialisation véritable de l'Afrique doit, en toute sagesse, devenir un impératif catégorique pour l'Occident, une chance inespérée à saisir pour stopper efficacement et à la racine les vagues d'immigration qui pourraient à long terme envahir et détruire le vieux continent du fait de la montée de l'extrême droite. Enfin, cet ouvrage est destiné non seulement aux dirigeants africains et occidentaux, aux investisseurs et industriels occidentaux, mais aussi aux étudiants en sciences économiques des universités et des grandes écoles africaines et occidentales d'administration et de sciences politiques qui seront les décideurs de l'Afrique et de l'Occident de demain. Deuxième partie, orientation et politique économique dans le secteur industriel. Méthodologie et stratégie concrète pour véritablement industrialiser l'Afrique. Chapitre 4 Méthodologie. Chapitre 5 Stratégie. Chapitre 4 Méthodologie. 4.1 Identification, analyse et compréhension des enjeux géo-accent-aigu-ostatiques de l'industrialisation. 4.2 Identification, analyse et compréhension des faiblesses, inquiétudes et limites des pays africains à l'industrialisation de l'Afrique. 4.3 Identification, analyse et compréhension des faiblesses, difficultés, craintes et hésitations des États occidentaux à l'industrialisation véritable des pays africains. 4.1 Identification, analyse et compréhension des enjeux géostratégiques de l'industrialisation.
4.1. Au niveau de la production. Dans le domaine industriel, la production repose sur un facteur essentiel, les matières premières qui font partie de ce que nous appelons en économie les ressources naturelles. Elles ont la particularité d'être des ressources essentiellement épuisables. En plus, toutes les études scientifiques sérieuses faites sur cette question il y a longtemps démontrent qu'il faut des millions d'années pour pouvoir reconstituer une ressource naturelle comme le pétrole. Or, la nature n'a pas doté en abondance toutes les nations de cette planète des ressources naturelles. Du moins, l'Occident en dispose très peu, notamment le continent européen. D'ailleurs, même les Américains qui disposent dans leur sous-sol d'une ressource comme le pétrole, font des guerres à travers le monde pour en recueillir au maximum afin d'en constituer d'importants stocks et réserves à titre préventif. Actuellement, le boom industriel en Asie complique davantage la situation. Il fait que les Asiatiques entrent également à la danse, à la quête des matières premières pour satisfaire aux besoins et exigences de leurs usines. La Russie, l'Inde, le Brésil et d'autres pays du continent sud-américain qui s'industrialisent davantage ne sont pas en reste dans la recherche effrénée des matières premières pour faire tourner leurs usines. Le seul continent qui dispose en abondance de toutes ces ressources naturelles imaginables et même inimaginables par ses propres habitants, est l'Afrique. Paradoxalement, il est à la traîne et ne les transforme pas. Les autres suscités font tout pour que l'Afrique ne les transforme pas. C'est de bonne guerre. C'est un concurrent en moins. De surcroît, le propriétaire qui pourrait légitimement devenir gourmand au cas où. De toutes les façons, moins il y a de concurrents, plus les parts des uns et des autres sont importantes, mieux l'on en recueille. La survie de leurs usines, de leur vie tout court, en dépend. Car il n'y a pas de vie dans le chômage. Aussi, l'histoire enseigne que la rareté des matières premières peut provoquer une hécatombe dans le monde. Pour preuve, après la guerre 1914 à 1918, les gagnants de la guerre vont imposer à l'Allemagne de payer les dommages de la guerre. L'Allemagne étant incapable de payer, ils vont alors décider de se faire payer en nature en approvisionnant leurs industries des matières premières allemandes. Ce qui va provoquer la rareté des matières premières dans les industries allemandes, avec pour conséquence la montée du chômage et de l'inflation dans l'économie. L'inflation a pour effet d'éroder au cours du temps la valeur de la monnaie, donc, de détruire une économie. Une situation qui va entraîner la montée de l'extrême droite, et l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir avec l'hécatombe qui s'ensuivra. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les autres craignent que l'industrialisation des pays africains provoque la rareté des matières premières. Sauf que l'économie fonctionne exactement comme dans un système de vases communicants. Le fait de bloquer l'industrialisation des pays africains par crainte de la rareté des matières qui provoquerait la montée de l'extrême droite, contamine un autre vase, c'est-à-dire crée le même problème sinon pire, à travers les vagues d'immigration clandestine qui provoquent effectivement en ce moment, la sympathie des thèses d'extrême et la montée de l'extrême droite dans l'ensemble des pays occidentaux. Par ailleurs, en plus d'user de tous les stratagèmes possibles pour empêcher par tous les moyens les pays africains de transformer leurs propres matières premières, les autres se livrent entre eux à des luttes d'influence, dont l'unique objectif est que le plus fort puisse se tailler la part du lion, c'est-à-dire puisse contrôler et obtenir le maximum de matières premières dans les pays africains. Conscients de ce que ces luttes d'influence à la quête des matières premières en Afrique peuvent conduire à des guerres ou à des affrontements militaires entre eux, qui pourraient se déporter sur leur propre sol ou territoire, ils se sont respectivement lancés à la course effrénée vers la recherche des moyens de dissuasion en investissant des budgets colossaux dans la recherche militaire, dont le Graal est la fabrication et la possession du moyen de dissuasion par excellence, arme nucléaire, une arme de destruction massive, la bombe atomique. Cette anticipation permet d'équilibrer la terreur. Chacun développe et montre ses muscles pour faire peur à l'autre. Qui veut éviter la guerre sur son sol prépare la guerre. Cependant, il demeure constant qu'ils plongent quand même leurs mains au même moment dans le même plat, continent africain, pour se servir. La production des usines ne peut ni attendre ni s'arrêter. Il y a alors des risques que leurs mains se cognent, conflit de temps en temps. Comme chacun sait exactement ce qu'il pourrait perdre en cas de conflit armé, pour éviter les conflits directs entre eux sur le sol africain,
Ils ont décidé de sous-traiter leurs mains en les substituant par celles des Africains eux-mêmes, tout en recueillant tranquillement et à distance la nourriture, les matières premières pour leurs bouches, leurs usines. Raison pour laquelle, vous observez en permanence les conflits armés sur le sol africain et ne voyez jamais opposer face à face les Américains, les Européens ou les Chinois. En revanche, ce sont systématiquement les Africains du même pays qui se tirent dessus, les uns sur les autres. Chaque groupe étant armé, soutenu et instrumentalisé par une puissance ou un pays étranger. Pendant ce temps, les usines tournent en plein régime et produisent abondamment dans ces pays étrangers qui sont des chefs d'orchestre et soutiennent ceux qui sont en conflit. 4.1.2. Au niveau de la commercialisation. La complexité de la commercialisation des produits manufacturiers ou encore des produits industriels finis à travers les différents marchés du monde est une conséquence logique du parcours difficile qui précède leur production. Après les rudes batailles pour le contrôle des matières premières, nous ne laisserons pas quand même n'importe qui venir encore nous imposer une concurrence de plus qui pourrait rendre difficile l'écoulement de nos produits finis. Tel est le raisonnement des plus forts, des grandes puissances. Encore une fois, les plus forts militairement entrent dans la danse et vous imposent les systèmes de certification particulièrement complexes de vos produits finis, et en complexifient davantage et volontairement les conditionnalités. L'objectif visé étant d'empêcher les plus faibles d'écouler leurs produits, et de faire concurrence aux leurs. Cela s'appelle du protectionnisme économique ou commercial tactique. D'autres, moins fins, vous imposent des quotas d'entrée et de vente de vos produits, bien que dûment certifiés sur leur territoire et marchés locaux. Et après quel processus? Pour asseoir tout ceci, ils ont créé le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers, qui est le rescapé de la tentative avortée de créer l'OIC, Organisation internationale du commerce, ou encore l'ITO, International Trade Organization, en 1948 qui deviendra l'OMC en 1995. Ils en taillent les règles sur mesure. Pendant ce temps, les plus forts imposent aux plus faibles, par exemple, les APE, ACPUE, Accords de partenariat économique, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne, et vous brandissent les règles édictées par l'OMC sur le commerce international qui ne sont valables que quand il faut écouler leurs produits chez les plus faibles. Pour se protéger dans ce système de commerce international, mis en place par les Occidentaux pour pouvoir bloquer le déploiement commercial des uns, et limiter la concurrence afin d'assurer l'écoulement de leurs propres produits, pour favoriser la bonne tenue et la création des emplois dans leurs économies respectives, le gouvernement chinois a compris ce qu'il y a lieu de faire. Heureusement pour la Chine, elle a les moyens de sa politique. Le gouvernement chinois augmente significativement chaque année son budget militaire. En plus, la Chine possède le moyen de dissuasion par excellence, l'arme nucléaire. Toute chose qui permet... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.